Environ 84 000 enfants atteints de cette pathologie en République démocratique du Congo. Des statistiques rendues publiques par l'OMS. Alors, quelle serait la principale cause de cette calamité? Esquisse de réponse dans ce journal. Aliment essentiel des populations paysannes et urbaines, le manioc s'invite au quotidien de nos assiettes de quinoa. Sa production abondante demeure indispensable pour le pérenniser. La FAO, soucieuse de cela, vient de doter les agriculteurs de Mbakana d'un nouveau centre de transformation de manioc. Surcharge de poids sortie de la piste, voilà ce qui a occasionné il y a 20 ans le crash de l'Antonov 32 de la compagnie Air Excellence qui a raté son décollage. Un drame qui a fait plus ou moins 300 morts et près de 500 blessés. Les victimes attendent jusqu'à ce jour leur indemnisation. Nos sincères excuses pour ce retard. La catastrophe sans précédent qui s'est produite le 8 janvier 1996 au marché Tipka à la suite du crash d'un Antonov est encore vivace dans la mémoire des Quinois. L'avion qui avait décollé de l'aéroport de Ndolo à plus ou moins 500 mètres du marché s'était écrasé sur la population présente. Les sinistrés avaient vu leur vie basculer il y a 20 ans déjà. Il y a 20 ans, jour pour jour, que les Congolais se souviennent du crash de l'Antonov 32 de la compagnie aérienne Air Excellence. Un crash qui a fait plus de 300 morts et près de 500 blessés. Cette catastrophe de Kinshasa, la plus grande du continent africain, a laissé derrière elle des orphelins, des veufs, des veuves, des parents sans enfants, mais aussi des handicapés à vie. Ceux qui ont vécu ce cauchemar il y a 20 ans s'en souviennent comme si c'était hier. Ces victimes, abandonnées à leur triste sort, ont subi un traumatisme psychologique indélébile sur fond d'une misère affreuse consécutive à cette tragédie, continuent à attendre leur indemnisation, ce qui leur permettra de sauver la vie de ceux qui sont restés encore malades et sans assistance. Tipka, ce n'est qu'un souvenir, un lointain souvenir peut-être, mais qui peut arriver à tout le monde. Les victimes attendent jusqu'à ce jour leur indemnisation. Ils témoignent dans cet extrait de Gabriel Mikoubou leur consternation. Un lundi noir qui a provoqué des malheurs dans plusieurs familles. Il y a eu 572 victimes, dont 332 décédés. Les victimes, je parle de victimes qui ont été identifiées. Mais il y en a qui ne seront jamais identifiés parce qu'ils est déchiqueté. À ce jour, aucune indemnisation, malgré la signification des condamnés. Au plan politique, nous avions mené beaucoup de démarches. Depuis le maréchal Mobutu, en passant par le président Mzee Laurent Désiré Kabila, en passant par le 1+4, jusqu'à ce jour, les autorités n'ont pas répondu favorablement aux cris de détresse de milliers de familles victimes du crash de Tipka. C'est ainsi qu'à ce jour, donc nous célébrons le 20e anniversaire, nous réitérons notre cri de détresse auprès de l'autorité suprême, donc le chef de l'État, à pouvoir saisir lui-même, en tant que garant de la nation, à saisir le dossier pour que enfin une solution définitive soit trouvée en faveur des victimes du crash aérien de Tipka. 24 heures après les carnages perpétrés dans la localité de Mikiri au sud de Lubero, des tueries attribuées au présumé FDLR. Une délégation interinstitutionnelle a fait ce vendredi une descente dans cette agglomération située à 120 km de Goma sous la conduite du vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Moutaï Chiroa. Sur place, cette délégation a procédé à l'inhumation de tous les corps. Le vice-gouverneur annonce qu'une enquête sera diligentée pour identifier les auteurs du crime. Un grand deuil à Miriki parce que nous avons fait la descente interinstitutionnelle, gouvernement, comité provincial de sécurité, assemblée provinciale, parce que au plus haut niveau, le président de l'assemblée provinciale, mais aussi avec les partenaires, le chef de bureau de la MONUSCO avec d'autres partenaires. Nous avons été là-bas, nous avons trouvé les corps des victimes massacrées et nous avons ensemble avec les parents, les familles
les rescapés, mais aussi avec les voisins, nous avons procédé à l'enterrement. Donc nous devons dire que nous venons pratiquement du cimetière. Du point de vue du bilan, il y a eu 18 morts et il y a 6 blessés graves qui sont internés. Et donc voilà un tout petit peu l'état des lieux de Miriki. Nous considérons que ce sont des actes barbares de terrorisme et nous avons instauré avec l'autorité locale une commission que nous allons renforcer avec le comité provincial de sécurité, une commission d'enquête pour essayer un peu d'investiguer sur ces faits et voir si on peut identifier les auteurs et les soumettre à la rigueur de la loi. Nous avons participé à l'enterrement de ces 18 corps et nous revenons de là épuisés et puis émotionnés effectivement parce que la façon dont les gens ont été massacrés à la machette, on a même éventré une maman, donc tout ça, ça nous a fait peur. Mais les deux communautés ont dit qu'en tout cas il ne s'agit pas de règlement de compte entre les deux communautés, Hutu et Nande, mais c'est plutôt la présence des FDLR. On a sollicité à ce que l'opération des tracts que ces FDLR puissent commencer le plus tôt possible pour que la paix puisse revenir parce que les deux communautés-là sont prêtes à cohabiter. Agriculture, cérémonie de remise officielle des unités de transformation de manioc au centre d'incubation des micro-entreprises agricoles rurales implantées dans la commune de Maluku. L'initiative est de la FAO. Ce projet pilote, lancé en janvier 2014, avait pour principal objectif d'accompagner la transformation sociale progressive des opérateurs de la filière manioc. Manioc, principal aliment des populations rurales et urbaines, nécessite une production à profusion pour sa pérennisation. Consciente de cela, la FAO a durant 2 ans abattu un travail de titan pour aboutir ce jour à la remise officielle des unités de transformation de manioc au centre d'incubation des micro-entreprises agricoles rurales implantées à Mbakana dans la commune de Maluku. Les activités dévolues à ces projets ont porté sur quelques piliers importants, à savoir, primo, la création de conditions favorables au développement et à l'opérationnalité de la filière manioc. Secondo, l'accompagnement et la facilitation de la transformation du manioc en produits à plus forte valeur marchande. Et tertio, l'augmentation des quantités et l'amélioration de la qualité des produits et sous-produits commercialisés. Visant à améliorer le revenu et la sécurité alimentaire des populations rurales, ce projet a couvert 5 principaux territoires. Le territoire de Songololo dans la province du Congo central, le territoire de Popokabaka dans l'actuelle province du Kwango et le plateau de Bateke dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement de la République, par l'entremise du secrétaire général à l'agriculture, se dit fier de la matérialisation de ces 2 joyaux et profite de l'occasion pour rappeler la nécessité d'appuyer la production des maniocs, du plateau des Bateke qui traverse déjà des frontières. Nous sommes fiers qu'on arrive déjà à cette première étape avec ces 2 centres qui sont opérationnels, ici à Mbakana et l'autre à Songolo. La production des manioc qui se pratique dans ce site, dans le plateau de Bateke, n'est plus à démontrer. Avoir le nombre de quantités de manioc qui sont importés, exportés vers les pays européens. En Belgique et en France, vous trouvez des manioc qui sont produits en Mbakana et qui sont consommés de ce côté-là. Et c'est notre souci d'améliorer la qualité. Les bénéficiaires, touchés par ce geste salvateur, témoignent ici leur gratitude. Le CIMAR Plateau Bateke remercie la FAO pour cette dotation, mais aussi le gouvernement congolais. Il faudrait signaler que ces centres de transformation peuvent transformer 6 tonnes de manioc par jour. Seul l'épluchage reste manuel. Grande sociale à Butembo, le corps médical de la partie dite Grand Nord de la province du Nord Kivu ont décrété depuis ce jeudi une grève sèche dans toutes les structures sanitaires tant publiques que privées. En toile de fond, les infirmiers et médecins s'insurgent contre les kidnappings du médecin traitant au centre de santé de référence de Mambingi dans la zone de santé de Kalunguta.
Dr Kambale Pengeza Edgar, du centre de santé de référence Mambingi, à une quarantaine de kilomètres de Butembo au nord-ouest, a été pris en otage dans son champ mardi 5 janvier 2016. Tous les syndicats des infirmiers, des médecins ainsi que l'ordre des médecins viennent de décréter une grève sèche jusqu'à la libération de leurs collègues, entrevoyant les conséquences qui découleront. De cette grève, la coordination urbaine de la société civile de Butembo sollicite les médecins et les infirmiers de prévoir un service minimum dans les structures sanitaires. Edgar Mates, président AI de la société civile de Butembo. Oui, nous avons reçu ces messages comme un coup de foudre. C'est pourquoi nous demandons à ce que les services de sécurité s'impliquent de manière exemplaire pour que les médecins soient libérés. Toutefois, nous sollicitons les professionnels de la santé de mettre un peu d'eau dans leur vin, de sorte que pendant cette période, qu'ils puissent prévoir un service minimum pour gérer les cas qui puissent arriver dans des structures sanitaires afin que le pire ne puisse être observé du côté de la population. Il faut savoir que la grève s'étend sur les territoires de Lubero et Beni ainsi que les villes de Butembo et Beni. Patrick Ekitema, Butembo, Biwan. Ces corps médicaux auront du pain sur la planche quant à l'éradication de la pneumonie. Environ 84 000 enfants de 0 à 5 ans atteints de la pneumonie en République démocratique du Congo, une maladie à la base de la mortalité infanto-juvénile, l'exposition à la fumée ainsi que le déficit communicationnel seraient à la base de cette pathologie infantile. Dossier santé de ce journal. De l'air dans nos poumons, un besoin vital et un calvaire en cas de manque. Des calvaires qui naissent des inflammations pulmonaires et de troubles du système respiratoire, parmi lesquels la pneumonie, principale cause infectieuse de mortalité infanto-juvénile. En République démocratique du Congo, il est évalué à près de 87 000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent par manque d'information. L'ignorance, c'est le cas de la mère de cet enfant trouvée dans cette institution hospitalière. Je ne comprenais pas ce qui arrivait à mon enfant. Il faisait des fortes fièvres et respirait difficilement. Je suis vite venue à l'hôpital pour une transfusion. Après la consultation, le médecin m'a dit qu'il souffre de la pneumonie. L'enjeu communicationnel demeure donc détail, d'où la nécessité de renforcer des stratégies visant à accompagner la lutte. Il reste bien sûr à apporter encore un petit peu plus d'informations qui viseront à la fois à améliorer les connaissances des prestataires de soins, les connaissances des patients en vue d'assurer eux-mêmes des mesures évidentes de prévention, mais également assurer un plaidoyer important parce que la prévention sanitaire ou les soins, ça coûte. Ça a un coût et ce coût nécessite une mobilisation importante des bailleurs de fonds qui peuvent accompagner ce programme. La pneumonie n'est pas une pathologie primaire. Elle peut être causée par divers facteurs, notamment l'exposition à la fumée et la promiscuité. Mon voisin est un mécanicien et il vend du chanvre. Il utilise également du bois de chauffage pour faire la cuisine. Cela indispose ma famille. Nous sommes exposés à cette pollution et mon enfant en est victime. Nous lui avons plusieurs fois demandé d'éviter cela, mais sans succès. Le vaccin serait un atout majeur dans la lutte contre cette maladie, mais des pratiques simples à accomplir peuvent également concourir à l'éradication de la pneumonie, telles que l'aération de la maison, la protection stricte des enfants contre la poussière et la fumée. Mais en cas d'apparition des symptômes, il faudrait donc se rendre au centre de santé le plus proche. Car tôt la pneumonie est détectée, mieux, une meilleure prise en charge sera assurée. Dans un autre registre, les bailleurs récalcitrants sont d'ores et déjà dans le collimateur de la justice congolaise. 3 mois de prison ferme et une amende de 3 à 6 mois de loyer. C'est la sanction qui sera infligée à tous les bailleurs qui iront à l'encontre de la loi relative aux baux à loyer, loi promulguée par le chef de l'État en décembre dernier. Alors, quelle est la situation actuelle des bailleurs et locataires dans la ville-province de Kinshasa? Esquisse de réponse dans ce dossier signé Christian Ilongo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, près de 13 millions d'habitants.
troisième ville la plus peuplée d'Afrique, un logement dans les normes sous un contrat social et humain est un privilège rare. Faute souvent de mieux, dans les communes populeuses, les locataires se contentent des habitations qui n'offrent à la limite que des chambres à coucher et des salles de séjour. Les loyers exagérés est obligé de subir les dictats du bailleur. L'acteur principal qui se satisfait à traiter cette situation, c'est le courtier immobilier, communément appelé commissionnaire, perçu comme les mauvais garçons. Nous ne sommes pas des mauvais garçons. Nous ne sommes pas des mauvais garçons. Pourquoi on nous appelle les mauvais garçons? Parce que le secteur n'est pas réglementé. Tout le monde, il y a quelqu'un qui est révoqué quelque part, il vient, il dépose un tableau au coin, il est courtier, il est commissionnaire. Il y a tantôt des militaires, des policiers qui s'improvisent, tantôt on ne sait pas est-ce qu'il y a l'incompatibilité, oui ou non, qui peut exercer ces métiers, qui ne peut pas l'exercer. Lorsqu'on dit que les commissionnaires sont complices avec le bailleur, c'est faux. Parce que moi, personne ne peut m'obliger. Par exemple, vendredi passé, un commissionnaire est venu me voir avec un monsieur, sa femme et 2 enfants. Le plus jeune avait à peine 2 mois. Il voulait louer cette maison. Consciemment, je ne peux même pas laisser un porc y vivre. Souvent considérés comme complices des courtiers, les bailleurs passent pour les tout-puissants dans la capitale congolaise. Pour moi, les responsabilités sont partagées. Il y a des mauvais locataires, comme il peut y avoir aussi les bons. Et c'est pareil pour le bailleur. Une situation qui exaspère les milliers de Quinois. Nous sommes ici au quartier camping dans la commune de Selembao. Benoît Moubouya a préféré venir habiter ces quartiers malgré des érosions et manque d'eau et d'électricité. On n'est jamais mieux chez soi, dit-elle. Papa, je suis fatiguée. J'étais locataire pendant des années. La manière dont j'étais traitée, les bailleurs ne respectent pas les locataires. Ils nous prennent comme de moins que rien. Grâce à Dieu et aux petites économies, nous avons un terrain et construit. Qu'on ait mangé ou pas, je suis chez moi, malgré les érosions, le manque d'eau et d'électricité. Un secteur qui mérite un radical changement. Kinshasa a multiplié par 300 sa population depuis 1960. Regarde-moi aujourd'hui, je suis libre. Même si je suis dans un ravin, je suis chez moi. Un petit conseil pour les autres locataires, il ne faut pas attendre seulement avoir beaucoup d'argent pour avoir un chez-soi. Je suis à Kinshasa depuis 1948, mais un jour, les enfants voulaient réhabiliter ma maison. Je suis allée alors louer à Mbinza. Mais à chaque fois que mon bailleur avait de visiteurs, il m'envoyait une lettre avec un enfant, me demandant une avance sur mon loyer. Le sport, football, Bwana Ali Samata, l'infra-national tanzanien du TP Mazembe, a été élu meilleur footballeur africain de l'année évoluant sur les continents lors de la cérémonie de Glocafa Award. Le tout-puissant Mazembe a été sacré meilleur club africain de l'année 2015. La palme de joueur africain de l'année revient au Gabonais Pierre-Éric Aubameyang d'Allemagne. Le prix du meilleur entraîneur revient au Français Hervé Renard, double champion de la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Avant de nous séparer, le programme culturel de l'Institut français pour les 2 premiers mois de l'année 2016 est très attrayant, meublé du cinéma, des expositions de la musique, la danse et la littérature. Ce calendrier a été rendu public et prévoit des symposiums et d'événements à vous égayer. Cinéma, événements, expositions, musique, danse et littérature sont des activités à l'affiche du programme de l'Institut français Aldela Gombe. Un cadre de rendez-vous culturel. Se basant sur les événements rares, l'Institut français propose en plus à son public un symposium dans son calendrier. Des choses qu'on a moins l'habitude d'accueillir ou d'organiser, et peut-être ce symposium, effectivement,
qui est un symposium qui accueille des professionnels de l'art, de l'histoire, des philosophes comme Achille Mbembe. C'est assez nouveau qu'on travaille sur ce type de débat, de conférences, débats, ateliers, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, avec la Wits-Université de Johannesburg, avec l'INA, avec une université à Sao Paulo et beaucoup de chercheurs de différents pays, y compris africains évidemment, mais également européens. Choisir un cadre d'échange culturel pour les professionnels des arts est bel et bien la quintessence de ces symposiums portant sur le média du passé, présent et futur, récit historique de l'art du XXe et XXIe siècle. Ces symposiums sont organisés en partenariat entre l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et la Wits School of Art de l'Afrique du Sud et l'Université fédérale de Sao Paulo au Brésil. Le but, c'est de comparer nos méthodes d'enseignement, de s'enrichir mutuellement, de voir un peu sur le plan artistique, parce qu'il y aura des artistes congolais qui vont intervenir, qui vont projeter leurs réalisations. Un calendrier portant sur un contenu culturel qui promeut la culture congolaise et étrangère, mais aussi qui divertit la population de la RDC. Et ça a été un réel plaisir de vous tenir au courant de l'actualité. Merci de nous suivre à Dallas, aux États-Unis d'Amérique.